Pierre Sozo, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes spécialiste de l'épopée et de l'Iliade en particulier. Et il se trouve que le chant 24 de l'Iliade est au programme de l'agrégation pour les années 2013-2014 et 2014-2015. Donc nous sommes ravis de pouvoir avoir une conférence d'agrégation de votre part. Et vous avez choisi de nous parler du dernier voyage de Priam et d'Hermès Argeifontes. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par dernier voyage de Priam? Oui, de fait, ce ne sera sans doute pas son dernier voyage, puisque le dernier voyage, c'est celui que nous faisons tous, qui est réservé depuis notre naissance. Mais justement, le dernier voyage de Priam est à la fois un trajet concret qu'il fait de sa ville, dont il est le roi, au camp de ses ennemis, et l'image de ce dernier voyage qu'il fera plus tard et que feront Achille et tant d'autres, ou qu'ont déjà fait tous ses enfants. C'est sur ce double voyage que j'ai voulu consacrer cet entretien. Le voyage de Priam est une sorte de communication entre deux pôles, puisque la plaine de Troie est occupée d'une part par les Achéens qui ont installé leurs vaisseaux et leurs camps sur la rive, et d'autre part dominée par la ville de Troie dont Priam est le roi. Et les combats se déroulent entre ces deux pôles. Entre ces deux pôles, il n'y a pas de communication possible, autre que la violence et la guerre. À quelques exceptions près, je ne m'étendrai pas dessus aujourd'hui. Donc, le passage d'un pôle à l'autre est interdit. Priam le fera, ce passage, sur l'ordre de Zeus, pour aller chercher le corps de son fils. C'est donc un voyage réel, mais qui correspond à une sorte de schéma qu'on pourrait résumer ainsi. C'est un voyage qui correspond à un plan détaillé de Zeus, qu'il impose très précisément. C'est un voyage aller et retour géographique, dont les étapes sont repérées avec soin. C'est un voyage essentiellement nocturne et c'est un voyage solitaire. Donc cette communication, ce passage d'un pôle à l'autre est susceptible de prendre un sens second, qui est celui d'un passage dans l'autre monde, et c'est le sujet de mon propos d'aujourd'hui. Cette hypothèse serait donc formulée ainsi: le voyage de Priam est une sorte de catabasis, de catabase, c'est-à-dire un voyage au royaume des morts. Le vieillard, qui est lui-même si proche de la mort, par son âge, par le massacre de ses enfants, la disparition annoncée de son royaume, va racheter le corps de son fils resté sans honneur et va donc pouvoir l'installer dans son statut de mort héroïque qui dépend de la belle mort, comme on l'a montré. Le chant et l'épopée s'achèveront donc par les funérailles d'Hector, rendues possibles par l'initiative de Priam, qui est une initiative héroïque paradoxale. Donc cet aller-retour, en principe de la cité au camp des ennemis, est l'image d'un voyage en Hadès. Cette hypothèse n'a rien qui doive nous surprendre, puisque le voyage chez les morts est une donnée tout à fait fréquente dans les mythologies anciennes, aussi bien dans les mythologies proche-orientales, comme Gilgamesh par exemple, ou dans les mythologies indo-européennes, et spécialement dans la mythologie grecque. Pensez à Dionysos, le dieu, mais aussi aux héros, donc d'origine humaine ou semi-humaine, comme Héraclès, Thésée, Orphée, Ulysse, qui vont rencontrer les morts et qui descendent dans leur royaume. Cela restera un thème essentiel de notre tradition et poétique, bien sûr. Dans l'Odyssée, le chant 6 de l'Énéide, tout le monde le connaît, ou la Divine Comédie de Dante. D'autre part, il est certain que le poète de l'Iliade connaissait ce thème, puisqu'il fait allusion à la catabase d'Héraclès, au chant 8, vers 366-369, Héraclès descendu chercher Cerbère.
D'autre part, ce type de voyage chez les morts appartient à un type de récit plus large, qui est le voyage initiatique, structuré de façon comparable. On y rencontre des dangers, on y rencontre des passages difficiles et dangereux, on y est aidé par certains personnages, on y rencontre aussi, on y est reçu par des hôtes tout à fait ambivalents. Et ce type de récit de voyage, bien sûr, c'est l'Odyssée qui en est le grand modèle. Au fond, le voyage chez les morts n'est que le plus lointain, le plus périlleux des voyages. Mais de toute façon, partir, c'est mourir un peu, comme disait ce poète fameux Edmond Haraucourt. Mais Artémidore, mon cher Artémidore, disait, les anciens disaient que ceux qui étaient longtemps absents faisaient un voyage chez Hadès. Alors, le voyage chez les morts constitue le passage par excellence, l'étape essentielle d'un processus initiatique. Les grands voyages mythiques, ceux d'Héraclès, ceux d'Ulysse, sont des catabases métaphoriques. Dans l'Odyssée, la première Nécuia est au centre des voyages racontés chez Alkinoos, et la seconde ouvre le chant 24. Voilà, donc je pense que l'hypothèse de lire ce dernier voyage de Priam comme une catabase est tout à fait naturelle et s'impose quand on connaît les mythologies anciennes. Alors, j'imagine par ailleurs que vous vous fondez sur des passages précis pour étayer votre hypothèse. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Bien entendu, l'hypothèse que je viens de formuler, et qui a d'ailleurs été formulée au début par mon ami Paul Watelet, il y a déjà quelques années, trouve un appui tout à fait explicite dans le texte même. Par exemple, au chant 22, où Priam se lamente, écrit « Il m'a tué tant de fils, de si jeunes et beaux fils », c'est la traduction Mazon, « mais tous ensemble, et quel que soit le chagrin que j'en ai, je ne les pleure pas autant que je fais d'un seul dont le deuil cruel, akos oxu, me fera descendre au fond de l'Hadès, Hector, katoi setai aidos eiso ». Au chant 24, dans notre chant 24, au vers 246, il déclare « Puissais-je, moi, avant que mes yeux voient ma cité saccagée, détruite, être descendu chez Hadès ?» Domon aidos eiso. C'est un vœu rhétorique, mais c'est aussi le début de la métaphore de ce dernier voyage. Au vers 328, là il a décidé de partir. Tous ses proches le suivent et pleurent sur lui sans fin. Os ei thanaton de kionta, comme s'il allait vers la mort. Et là, on pourra s'intéresser au D, au petit D latif, n'est-ce pas, qui normalement accompagne un accusatif de direction avec un nom de lieu, n'est-ce pas, vers tel endroit, la maison, un champ, quelquefois les enfers, avec un génitif, évidemment, celui d'Hadès, aidos D. Mais il y a deux exceptions chez Homère, elles sont toutes les deux dans notre chant 24, dont ce thanaton D, donc la mort étant vue comme un lieu. Cette interprétation permet de donner le sens de catabase, qui en général est implicite, mais comme vous voyez, est suggérée avec insistance. Et elle permet de comprendre certaines des étapes et du caractère du voyage que nous venons de citer. Par exemple, le fait que ce soit un voyage nocturne. Les récits de l'Iliade sont en général des récits diurnes, n'est-ce pas, parce qu'on se combat en plein jour, c'est le vrai combat héroïque et diurne. Mais il y a quelques exceptions, et surtout la principale, c'est la Dolonie au chant 10, un combat nocturne tout à fait à part, le chant étant tout à fait à part de toute façon, et ce chant tout à fait à part pourrait d'ailleurs, par certains aspects, être rapproché du chant 24. En tout cas, l'action commence à la nuit tombante et s'achève très précisément à l'aube. D'autre part, c'est un voyage solitaire. Donc, il y a bien un héros, un Chérux. Chez Homère, le héros, c'est une sorte de domestique, si on veut, spécialement chargé de la communication, justement. Et dont le patron est Hermès, bien entendu, qui est en fait le héros des dieux.
Donc ce héros-là s'appelle Idaios, donc il rappelle le nom du mont Ida, hein, d'où Zeus surveille les combats. Et c'est le seul qui sera autorisé en quelque sorte par Zeus, hein, puisque c'est Zeus qui a fait le programme, à accompagner Priam. Priam n'a pas de cocher, par exemple, ce qui est tout à fait exceptionnel. Le thème de la solitude est souligné dès le programme concocté par Zeus, hein, vers 148 et 177, seul et qu'aucun autre Troyen ne l'accompagne. Cette solitude fondamentale caractérise les voyageurs de l'au-delà. Je rappellerai un vers bien connu de l'Énéide, n'est-ce pas? Vers 6, 268, avec son bel hypallage, double hypallage, ibant obscuris sola sub nocte per umbras, ou bien sûr le mot seul, pour le sens convient aux héros qui sont partis vers l'autre monde. Solitude qui est d'autant plus intéressante dans le cas de Priam qu'en général il est entouré d'une foule d'enfants, de cours de toutes sortes, famille envahissante. Enfin, ce voyage est terrifiant. La peur ne quitte ni Hécabée, ni Priam, peur rationnelle d'ailleurs, hein, puisqu'on a vu qu'Achille était devenu quelque peu féroce. Mais en tout cas, ce voyage exige un cœur de fer. Sidéréon et Thor. C'est dit deux fois, une fois par Hécube, sur un ton plutôt négatif, l'autre fois repris par Achille, cette fois avec admiration. C'est ce que je voulais dire quand je parlais tout à l'heure de l'héroïsme paradoxal de Priam. La catabase, par principe, va contre l'ordre du monde. Elle doit être ordonnée ou tolérée par Zeus. Zeus, c'est quelqu'un qui est lié à la fois à l'éclair et au nuage, à la lumière, hein, son nom même, et à l'ombre des nuages. Kelainei-fei, hein, à la sombre nuée, vers 290. Priam va demander un présage, et ce présage est très intéressant et très beau. Et Zeus envoie son aigle, c'est 24 vers 315-319, son aigle le plus sûr des oiseaux, le chasseur sombre, morphonon terretera, qu'on appelle le noir, perknon. Aussi large est la porte munie de bons verrous qui s'ouvre sur la haute chambre d'un homme opulent, aussi large est son envergure. Cet aigle, alors il est sombre, les mots sont d'ailleurs tout à fait obscurs aussi, on ne sait pas exactement ce que signifie perknos ou morphnos, mais certainement ça évoque la nuit, l'ombre, l'obscurité. L'aigle noir est le messager de Zeus, qui est lui-même le dieu à la foudre éblouissante, Argykéronos, à la sombre nuée, qui maîtrise au fond l'opposition lumière et ténèbres. L'ombre vaste du chasseur noir annonce à Priam non seulement la protection de Zeus, mais aussi le domaine dans lequel elle se réalisera, c'est-à-dire la nuit, voire l'Hadès, et le mode, c'est-à-dire l'accompagnement par Hermès Argeiphontes. Ah, alors, justement, j'avais envie de vous demander, durant ce voyage, Priam est accompagné par Hermès, qui est qualifié dans le texte à plusieurs reprises de l'épiclèse Argeiphontes, mais cette épiclèse a un sens très controversé. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle d'Hermès et sur le sens de cette épiclèse Alors, vous savez que Hermès apparaît aux deux personnages au moment où ils traversent le fleuve. Il y a donc une concomitance entre la tombée de la nuit, la traversée du fleuve et l'arrivée d'Hermès. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est le passage dans le domaine de l'autre monde où Hermès apparaît de façon terrifiante d'ailleurs. Hein, les deux personnages ont les cheveux qui se dressent sur leur tête. Et il y a un passage là qui est très intéressant parce que l'arrivée du dieu est racontée du point de vue du héros et de Priam, hein, ce qui est une nouveauté narratologique intéressante. Hermès Argeiphontes, bon, c'est Hermès,
c'est un dieu difficile à comprendre. On a mis, je crois, les historiens de la religion grecque ont eu des problèmes à comprendre ce dieu, d'autres aussi, mais particulièrement. C'est d'ailleurs un dieu tarvenu dans la société des dieux. C'est le petit jeune hein, qui apparaît après tout le monde, protecteur des éphèbes, mais à l'époque archaïque, généralement représenté Barbus pendant. Toujours en mouvement, Jean-Pierre Vernant a bien expliqué cela, spécialiste de la communication et des passages, réels ou symboliques, des chemins, rapides, guide, protecteur des voyageurs, serviteur de Zeus comme héros, hein, on retrouve l'idée des héros dont nous parlions tout à l'heure, rusé, malicieux, menteur, capable de passer inaperçu, responsable du vol, en particulier nocturne, inventeur, proche des humains, et tout particulièrement, il les protège lors de leur dernier voyage, puisque c'est le dieu psychopompe. Chez Homère, bien sûr, il y a un hymne homérique à Hermès, considéré comme assez récent, où l'on nous voit Hermès trouver sa place, en particulier par rapport à Apollon. Mais chez Homère, Hermès n'est pas un combattant, c'est le messager de Zeus dans l'Odyssée et dans l'Iliade. Plus indépendant qu'Iris. Iris, c'est vraiment le messager Angelos. Tandis que Hermès, on pourrait dire qu'il a quelque chose d'un diplomate. Hein, il accompagne pour arranger les choses. Par exemple, quand il va chez Calypso au chant 5 de l'Odyssée. Alors, au chant 24, le rôle joué par Hermès est considérable. Les dieux avaient prévu de lui demander d'aller voler le corps, d'aller dérober le corps d'Hector. Dès le vers 24, hein, du chant 24, et les vers 71-72. Ils y renoncent et ils préfèrent ce plan avec le passage de Priam lui-même, accompagné par Hermès. Hermès prend la main de Priam dès qu'il peut pour le rassurer et lui raconte des histoires. Il est déguisé hein, en jeune guerrier, en jeune prince achéen. Image tout à fait pathétique, hein, puisqu'elle annonce en fait le rapport entre Achille et Priam qu'on va retrouver un peu plus tard. Mais enfin, c'est surtout un fabulateur. Hein, il raconte des histoires comme Ulysse. Il se plaît à l'identité fictive. Là, il y a un point tout à fait intéressant parce que on voit Hermès raconter à Achille toute une histoire, se présenter comme un thérapone d'Achille. Mais il s'invente en plus, ce qui paraît peut-être moins nécessaire, une généalogie. Son père s'appelle Polyctor, qui possède beaucoup. Et Hermès serait son 7e enfant et le dernier. Alors le nom convient bien à Hermès, hein, qui est donneur de biens. Il est le dernier fils préféré, le petit dernier. De la même façon, Priam adorait son dernier fils, qui s'appelle Polydoros. Il n'y a jamais de hasard chez Homère, c'est assez impressionnant. Et ce petit dernier comme les héros de contes. Hein. En tout cas, c'est un tout jeune homme horriblement tué par Achille au champ 20. Alors, il aurait été désigné pour le service par un tirage au sort, dont Hermès est le patron d'ailleurs, une pratique réelle d'ailleurs attestée à l'époque archaïque. Arrivé dans le champ et dans l'enclos d'Achille, Hermès va se révéler et donner ses derniers conseils. Le rôle d'Hermès est souligné par l'emploi systématique du nom Argeiphontes. 11 fois dans l'Iliade, 9 fois dans le chant 24. Le vieillard, une fois sorti du monde normal, va désormais profiter de la protection d'Hermès Argeiphontes, qui est le maître du visible et de l'invisible. Alors, comme souvent les épithètes d'Hermès, puisque, à vrai dire, on ne sait rien de Eriounès ou Eriounios ou Diactoros, tous ces mots-là sont tout à fait mystérieux, et Argeiphontes a fait couler beaucoup d'encre. On peut le traduire, depuis l'Antiquité, on se pose les mêmes problèmes, on peut le traduire par tueur d'Argos, ce qui peut se défendre, n'est-ce pas, puisqu'il y a des mots comme Andreiphontes, qui semblent faits sur le modèle d'Argeiphontes, qui signifie tueur de guerriers, tueur d'hommes, mais on peut aussi lui donner d'autres sens qui conviennent mieux dans le contexte. C'est ce que je vais essayer de faire rapidement. La première
partie du mot, c'est le radical arg, qui dérive d'une racine indo-européenne, d'une base indo-européenne, laryngale de erg, hein, qui signifie, arg donc signifie quelque chose comme le rayonnement blanc rapide, mais ça fait une sorte de double signifié qui a causé beaucoup de problèmes aux linguistes, puisque d'un côté, il y a l'idée de rayonnement blanc, et de l'autre côté, il y a l'idée de rapidité. Et ce sont deux concepts qui, pour nous, sont séparés. Enfin, ils sont séparés. Pour les anciens, ils l'étaient peut-être moins, en tout cas à l'époque ancienne, puisque l'idée de rapidité et de lumière semble profondément associée. Je crois qu'on peut trouver des références dans nos langues modernes qui correspondent à cela, n'est-ce pas? Le flash, quand on dit un flash, ça peut être quelque chose de très rapide, mais c'est aussi quelque chose de très lumineux. J'ai trouvé quelques autres références. Par exemple, quand on dit quelqu'un a une intelligence brillante, hein, ça veut dire à la fois elle est lumineuse, elle vous apporte, elle vous éclaire ce que vous voulez comprendre, et en même temps l'idée de vivacité, de rapidité. Donc, grâce à cette aide d'Argeifontes, Priam pourra passer inaperçu. Pourra passer inaperçu du pays de la lumière et de la vie au pays nocturne et de la mort. Il y a un problème très intéressant qui est celui de Cluton-Argos vers 437-438, puisque Hermès se propose d'emmener le pauvre Priam à Argos, voire à pied, ce qui est complètement incompréhensible si on cherche un référent géographique au nom d'Argos ici. Et le nom d'Argos, là, n'a pas de référent, n'est-ce pas? Il ne faut pas chercher si c'est un Argos qui est en Thessalie ou dans le Péloponnèse, c'est aussi absurde dans un cas que dans l'autre. C'est tout simplement le pays de la lumière, le pays de la vie. Le deuxième terme, c'est Fontes, et Fontes qui semble issu de la base Gwen, qui signifie frapper, tuer. Donc, on trouve beaucoup de composés de type Patrofontes, Androfontes. Normalement, ça devrait être Fates, mais enfin, ça s'est retrouvé sous la forme Fontes. Donc, c'est le tueur de son père ou le tueur d'hommes, etc. Mais le problème, c'est que chez Homère, Argeifontes ne tue personne, manifestement. D'où l'idée d'hypothèse, nombreuses hypothèses, et l'idée qui était déjà venue aux anciens, que ce Fontes devrait être rapproché, non pas de l'idée de tuer, mais de l'idée d'apparaître, de phainomai. Un peu comme s'il y avait Fantes au lieu de Fontes. Et évidemment, comme Hierophantes, etc. Et bien entendu, du point de vue du sens, ça marche beaucoup mieux. Hein. L'hypothèse est bien meilleure, puisque on trouve dans l'Iliade, par exemple, on soutient mal la vue des dieux qui se montrent en pleine lumière, Phaneistai et Nargeis. Vous voyez, on retrouve le radical arg et phaino. Et j'ai d'autres exemples du même genre. Donc, je passe sur les difficultés de détail. On peut comprendre le nom soit comme tueur rapide dans la lumière, ou tueur de la brillance de la surveillance, ou qui apparaît rapidement, ou qui apparaît dans la lumière. Je crois que des mots comme celui-là ne doivent pas être analysés selon les règles de l'étymologie, disons, scientifique, comme elle a pu être mise au point, avec de grandes difficultés du reste, par les philologues du 19e et du 20e siècle. Je crois qu'il faut remettre ces mots dans leur contexte et les comprendre dans leur contexte. Ils ont des virtualités sémantiques. Ils peuvent signifier le tueur d'Argos, c'est le cas dans la légende d'Io. Ils peuvent signifier qui apparaît dans la lumière. Il peut signifier qui apparaît dans la lumière, c'est-à-dire qui disparaît dans l'obscurité ou qui disparaît quand il veut, dans Homère, dans l'Iliade. Voilà donc pour le nom d'Argeifontes. Alors, pour finir en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'apporte cette interprétation du voyage de Priam comme une catabase symbolique à l'analyse de la rencontre qui lui fait suite directement entre Priam et Achille?
Eh bien, d'abord, on s'aperçoit que l'arrivée dans la baraque d'Achille est vraiment le moment où Priam pénètre dans le royaume des morts, puisqu'on retrouve de façon insistante l'idée des portes, du verrou. Par exemple, au vers 443, 447, il passe le rempart du camp. Il ouvre, Argeiphontes ouvre la porte en écartant les barres, etc. Ce sont surtout les portes de la tente d'Achille qui marquent la profondeur symbolique de ce thème. Le personnage d'Achille, au fond, est un super guerrier, jeune et brillant, mais il porte en lui le malheur et la souffrance et la mort. D'ailleurs, son nom même, hein, Akos et Laos, si l'analyse de Grégouinetch est juste, rappelle qu'il est celui qui donne le malheur aux armées. Son destin, d'ailleurs, le rapproche de la mort à tout point de vue, et il sème la mort autour de lui. Eh bien, vers 453-457, une seule barre en sapin tient la porte de sa tente, verrou gigantesque, Turène et Mounos, Epibles, Eilatinos, etc. Il faut 3 hommes pour le mettre en place ou pour l'enlever, tandis qu'Achille, lui, le met en place seul. Hermès, bienfaisant, ouvre au vieillard, etc., etc. Vous savez que le thème de la porte est, de façon très insistante, rapproché des enfers, hein, sous la forme Pulaï, ou Pulartes, Eurupules, Aïdos, Do, au chant 23, vers 74, la demeure aux larges portes d'Hadès. Et la comparaison du noir chasseur que je lisais tout à l'heure rappelle qu'il s'agit de la maison d'un homme riche, muni de bons verrous. Bien sûr, c'est Hadès, hein, l'homme riche, comme son nom, Plutone, etc., Pluteus. Donc la porte est le symbole de l'entrée du royaume infernal. D'ailleurs, c'est peut-être l'étymologie du toponyme Pylos, comme l'avait démontré Bernard Sergent dans un de ses bons articles. Et je pense que Pylos et Argos sont les 2 pôles, en quelque sorte, du Péloponnèse. Alors, cette rencontre de Priam et d'Achille donc, se fait sous la figure d'Hadès, hein, dans le domaine d'Hadès. On y fait un étrange repas, pour lequel on égorgera une brebis blanche, d'ailleurs, Arguphone, au vers 621. Priam remercie son hôte en ces termes: « Puisses-tu jouir de la rançon et rentrer dans ta patrie pour m'avoir d'emblée laissé vivre et voir l'éclat du soleil. » Auton de Zoen, Kaioran, Pharos, Elioyo. Bon, le vers était condamné par Aristarque, mais je ne sais pas si c'est à retenir. Il s'agit d'un don et d'un contre-don, donc retour vers la patrie, vivre en voyant la lumière. La partie de la plaine est pour Priam le pays de la mort, et le vieux roi, en rencontrant Achille, s'initie à la rencontre de la mort. Achille prend la main du vieillard, et cette main tendue est l'équivalent de la dexiosis, n'est-ce pas, ce geste qu'on trouve sur les stèles, qu'on trouve généralement représenté donc, dans l'Antiquité pour représenter l'arrivée du mort et qui retrouve par exemple ses proches qui lui tendent la main. Et ce thème de la main tendue se retrouve à plusieurs reprises dans la rencontre avec le vieillard. Donc je dirais que cette orientation symbolique vers la rencontre de la mort permet de placer la rencontre d'Ulysse et de Priam sous le signe de l'enfer, du point de vue de la mort en quelque sorte. Ils se rencontrent chez les morts. En général, un dieu ou un héros qui descend dans l'Hadès le fait pour ramener à la lumière et à la vie quelqu'un, quelque chose ou quelqu'un. Le vieux roi, poussé par l'amour des siens et la confiance en la parole divine, a décidé de passer symboliquement du côté de la mort pour retrouver le corps de son fils et le ramener à Troie.
Il ne ramène pas son fils à la vie, mais il préserve son statut héroïque. Mais lui-même s'initie au royaume de la mort, venant après des déferlements de violence sauvage. Bon, tout le monde le sait, c'est un moment sublime d'équilibre fragile, d'empathie réciproque. C'est que du point de vue de la mort, dont je parlais tout à l'heure, s'effacent les remparts de haine entre soi et l'autre. Mais par une prolepse temporelle qui reste pour une part implicite, s'ouvre pour le public de la Haide une sombre perspective. C'est l'aile du noir chasseur couvre désormais le champ de bataille et la cité condamnée par les destins. Les derniers combats devant Troie, que la Haide a exclus de son programme, sont les derniers combats d'une bataille finale où va sombrer le monde héroïque. Merci.